directeur général. Permettez-moi, avant tout propos, de dire combien je me sens privilégié d'être invité à donner cette conférence. Je voudrais remercier toutes les autorités de la banque, le gouverneur général et vous-même, monsieur le directeur général du COFEB, pour tout ce que vous avez mis en œuvre pour que cette conférence soit possible. Je voudrais remercier aussi le directeur des enseignements et de la formation, votre conseiller, Monsieur Fernand Aboutou, qui a été un peu le maître d'œuvre de cette conférence, avec la collaboration du docteur Serge Métoyon. Je voudrais remercier donc tous les directeurs généraux et toutes les autorités de la banque, toutes tous les auditeurs et toutes les auditrices, j'allais dire, de la 48e promotion du COFEB qui suivent avec attention cette conférence. Mes remerciements aussi aux dirigeants des établissements financiers qui sont connectés et à tous les participants qui ont pris de leur temps pour prendre part à cette conférence. En vous écoutant, Monsieur le Directeur général, je me demande si j'ai encore quelque chose à dire, tellement votre exposé est magistral et résume l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la question de l'intelligence économique. Je me demande aussi ce que j'ai à vous dire en vous entendant parce que je me rends compte que la BCAO a déjà tout ce qu'il faut, évidemment, est déjà en train de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour un bon système d'intelligence économique. Et donc, le rôle que j'ai à jouer, c'est tout simplement d'aller un peu en détail dans les aspects que vous avez abordés pour permettre à la banque et aux différentes institutions qui sont concernées de voir qu'en réalité, vous avez déjà les pièces du puzzle et comment mettre ensemble, agencer ces différentes pièces pour en faire un bon système d'intelligence économique. Et donc, si ma conférence a une quelconque utilité, c'est peut-être à cela qu'elle va servir. Alors, permettez-moi donc de partager avec vous mon écran et les différentes articulations que je vous propose dans le temps court qui nous est imparti. J'aurais aimé avoir plus de temps pour aborder cette question, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel pour vous parler donc de l'intelligence économique et des nouveaux enjeux du secteur bancaire en Afrique. Je vous propose donc d'abord une intervention en 3 points. Dans un premier temps, je voudrais vous offrir l'idée que l'intelligence économique est le cadre conceptuel d'analyse et de décision du secteur bancaire. Et je suis d'autant plus convaincu qu'en vous écoutant, bien sûr, je me suis rendu compte que c'est dans cette direction que la BCAO et ses différents partenaires, ses différentes institutions s'orientent. Donc, je voudrais revenir donc sur ce point, sur une clarification conceptuelle de l'intelligence économique et comment l'intelligence économique est un cadre d'analyse et de décision. Dans un deuxième temps, je voudrais aborder la question de l'intelligence économique et des grands enjeux de la veille stratégique du secteur bancaire. Ce point en lui-même mérite une conférence en soi, tellement j'aurais aimé avoir le temps d'aller en détail, mais j'irai à l'essentiel aussi sur ce point. Et je terminerai, si j'ai encore le temps, sur le point de la protection du patrimoine informationnel du secteur bancaire, notamment les défis de la sécurité numérique que, Monsieur le Directeur général, vous avez déjà énoncé dans vos propos liminaires. Alors donc, allons-y donc pour le premier point, l'idée que l'intelligence économique est le cadre conceptuel d'analyse et de décision du secteur bancaire. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence économique? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence tout court? L'intelligence vient du mot latin intelligere qui veut dire comprendre. La faculté de comprendre, de saisir par la pensée, de pouvoir discerner entre plusieurs choix et de faire le choix de ce qui convient
ce qui est, convient à une décision éclairée. Intelligence et économique, dans le sens strict du terme, en tant qu'ensemble des activités de production, de distribution et de consommation de la richesse. Mais économique au sens large du terme, dans le sens de la gestion optimale, de l'administration des différents éléments d'un ensemble. De ce point de vue, l'intelligence économique est bien sûr un outil pour le secteur économique, les acteurs économiques, mais c'est aussi un outil pour toutes sortes d'organisations qui est confrontée à la nécessité de prendre des décisions éclairées. Et nous savons que toutes les organisations sont concernées par cette nécessité. La définition de l'intelligence économique, monsieur le directeur l'a donnée déjà tout à l'heure, et celle de Henri Martre, qui, dans son rapport, le premier qui a été produit en France et qui a orienté la France sur le secteur de l'intelligence économique, dans son rapport, eh bien, Henri Matre a défini l'intelligence économique comme l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de son exploitation de l'information utile aux acteurs économiques. Bien entendu, ici, on réduit l'intelligence économique à un outil à l'usage des acteurs économiques. Le mot-clé, c'est celui que j'ai souligné, c'est le mot information. L'information est donc au cœur du processus d'intelligence économique. Mais où va-t-on trouver cette information? Cette information a plusieurs sources. Et donc, on peut dresser une typologie de l'information qui peut être utile à la décision. L'information a trois couleurs en fonction de l'accessibilité, de son accessibilité. Elle est blanche lorsque elle est publique. Elle est aisément et licitement accessible. On l'appelle information blanche. Ça veut dire que l'information qui est utile à la décision peut être trouvée dans l'espace public à un endroit qui est accessible à tout le monde, par exemple sur Internet. L'information peut être grise. Si elle est grise, ça veut dire qu'elle n'est pas facile à trouver. Ça veut dire qu'il faut faire un effort pour l'obtenir parce qu'elle est difficile d'accès, même si elle est licitement accessible. Déjà, au niveau de l'information grise, il y a de la valeur dans l'information qui est grise. Et l'information peut être noire. Si elle est noire, ben c'est parce qu'elle est secrète. C'est parce qu'elle est à diffusion restreinte et donc qu'elle est confidentielle. Et si elle est confidentielle, elle est donc protégée. Et donc, dans le processus d'intelligence économique, nous avons affaire à ces trois couleurs d'information. Et les établissements financiers ont aussi affaire à ces trois catégories d'informations suivant leur accessibilité. Comment l'information est abordée? Comment l'information devient utile? Eh bien, il y a un degré d'importance donc de l'information, puisque l'information est d'importance, son importance dépend donc de sa classification. L'information utile d'abord, c'est l'information qui est pertinente, qui est directement exploitable par son destinataire. Elle est stratégique lorsque elle définit l'avenir, je veux dire l'avenir de l'organisation. C'est-à-dire que le développement ou l'atteinte des objectifs stratégiques de l'organisation dépend de cette information. Cette information est dite stratégique. Parfois, on parle aussi de l'information critique. Elle est critique lorsqu'elle est susceptible d'infléchir ou de remettre en cause la stratégie de l'organisation. Donc, dans le fonctionnement d'une organisation, on est à la recherche des trois types d'informations. Lorsqu'on trouve l'information critique, eh bien, l'information critique va entraîner un signal d'alerte et donc il va déclencher une analyse stratégique. Je pense que dans le fonctionnement des banques, vous avez ce mécanisme-là, à la recherche de l'information, à la recherche de l'information stratégique, à la recherche de l'information critique. Dans ce schéma, vous voyez comment les faits ordinaires de la vie peuvent devenir des données. Les banques sont des organisations qui fonctionnent avec des données. Mais les données seules ne suffisent pas. Les données en elles-mêmes n'ont pas d'importance en soi. C'est lorsque vous avez trouvé un certain intérêt aux faits bruts que ces faits deviennent des données. Mais les données ne suffisent pas. Il faut que vous puissiez les structurer, il faut que vous puissiez les interpréter pour qu'elles deviennent de l'information. Mais l'information aussi ne suffit pas.
Il faut que l'information puisse être traitée, contextualisée, analysée pour devenir une connaissance. Et la connaissance seule ne suffit pas. Même si dans les mécanismes de la banque, on vous demande d'avoir une connaissance, connaissance de vos clients, know your client, connaissance de vos partenaires, know your business. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de connaître son client, de connaître son partenaire. Encore faudrait-il savoir ce que vous allez faire de cette connaissance. Cette connaissance, lorsque vous allez la structurer et l'appliquer à des problèmes concrets, cette connaissance va devenir intelligence. Donc, c'est le processus d'érection de la connaissance en intelligence qui va vous conduire à l'intelligence économique. Donc, dans le processus d'analyse de l'information, il faut toujours trouver les mécanismes d'analyse qui vont amener l'information à la connaissance et la connaissance à l'intelligence. Donc, l'intelligence économique vise donc à maîtriser l'information stratégique pour comprendre pour prendre du moins des décisions éclairées et pour optimiser la position concurrentielle de l'organisation. Parce que pourquoi on utilise l'intelligence économique? La finalité de l'intelligence économique, ben, c'est la compétitivité. Donc, le processus consiste donc à collecter l'information, à l'analyser et donc à anticiper sur les risques, les menaces et les opportunités et à prendre donc une décision éclairée afin d'être compétitif sur un marché. Les banques étant des entreprises, entre guillemets, étant des institutions, sont constamment dans ce processus d'optimisation de leurs procédés et donc recherchent la manière d'être compétitifs sur un marché concurrentiel, un marché mondial très, très concurrentiel, même un marché régional très concurrentiel. Et en cela, l'intelligence économique leur est utile. Monsieur le directeur général, vous avez évoqué tout à l'heure les trois piliers donc de l'intelligence économique. Ça veut dire donc que l'intelligence économique a trois pieds. Le premier, c'est la veille stratégique. Toute organisation doit aujourd'hui constamment veiller sur l'information. L'information étant devenue la matière première de toute organisation. Il faut donc mettre en place un mécanisme de veille pour pouvoir collecter cette information qui est de nature économique, réglementaire, technologique, on le verra tout à l'heure, pour pouvoir anticiper sur les menaces et les opportunités du marché. Ne pas se laisser surprendre. C'est Napoléon qui a dit se laisser battre, c'est excusable, mais se laisser surprendre, c'est inexcusable. On ne peut pas aujourd'hui, compte tenu de tout ce que nous avons comme mécanisme d'anticipation, on ne peut pas, en tant qu'organisation, se faire surprendre. Donc, la veille stratégique, elle est importante. Premier volet, premier pilier de l'intelligence économique. Le deuxième volet, c'est la sécurisation de l'information. Une fois que vous avez l'information, mais il faut la sécuriser parce que l'information, c'est devenu l'or, c'est devenu la matière première, c'est devenu la richesse aujourd'hui. Et donc, il faut que vous ayez un mécanisme de protection de cette information, de sécurisation de cette information. Et donc, protéger cette information, protéger ce patrimoine informationnel, c'est le deuxième pilier de l'intelligence économique. Et le troisième pilier, c'est l'influence. Celui qui a l'information a le pouvoir. Celui qui a l'information a la capacité de magnifier son environnement, de contrôler son environnement, donc de contrôler son image et sa réputation. C'est donc en détenant l'information que vous êtes en mesure d'atteindre vos objectifs. Et donc, le troisième pilier, c'est l'influence. On voit donc que l'intelligence économique est véritablement un cadre conceptuel et opérationnel du secteur bancaire, un secteur qui fonctionne avec l'information. Parce que si vous enlevez l'information de la banque, ben, il ne restera pas grand-chose. Donc, la banque est vraiment le secteur par excellence de l'intelligence économique. D'ailleurs, il y a des publications qui le disent clairement. Je vous donne ici deux de ces publications, celle de Moscato en 2014 qui dit la finance, une nouvelle voie pour l'intelligence économique. J'étais un peu surpris par le titre. Ce n'est pas une nouvelle voie, c'est la voie de prédilection de l'intelligence économique. Mais bon, voilà, il le dit clairement, il a fait la démonstration en soulignant l'importance de l'information pour les banques. Et puis, vous avez cet article-là en ligne de Babylon Consulting qui a été publié cette année ou l'année dernière, à la fin de l'année dernière, Banque et intelligence économique
anticiper les tendances marché. Ça, c'est un article que vous trouverez en ligne qui indique clairement que le secteur bancaire est un secteur de prédilection pour l'intelligence économique. Mais quand on parle de l'intelligence économique, il faut aussi penser à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, le directeur général l'a souligné tout à l'heure et a parlé donc du groupe de travail que vous avez créé à cet effet. Moi, je pense que c'est important de lier les deux. L'intelligence artificielle aujourd'hui est un outil de l'intelligence économique. En situant l'intelligence artificielle dans le cadre conceptuel de l'intelligence économique, vous serez mieux à même de l'utiliser stratégiquement. Donc, on ne peut pas aborder la question de l'intelligence artificielle comme ça, ab nihilo, comme si, bon, enfin, sans être relié à un cadre conceptuel, à un cadre stratégique. Je pense qu'on est plus à même d'utiliser efficacement l'intelligence artificielle lorsqu'on le situe, on la situe du moins dans le cadre conceptuel de l'intelligence économique parce que l'IA est un outil de l'IE. D'ailleurs, la BRI, la Banque de règlement des règlements internationaux, l'a souligné clairement dans son rapport économique annuel de 2024. Il y a un chapitre spécial de ce rapport intitulé L'intelligence artificielle et l'économie, les implications pour les banques centrales. J'aborderai quelques idées de ce rapport-là pour montrer clairement comment les banques sont appelées à utiliser l'intelligence artificielle et j'ajouterai utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre conceptuel de l'intelligence économique. Vous avez aussi l'Observatoire de la Banque France, de la Banque Finance en France, qui a produit un rapport en 2025, en mars 2025, une étude interbranche sur les impacts de l'intelligence artificielle générative au sein du secteur bancaire. Pour montrer clairement que l'intelligence artificielle est devenue une réalité dans les banques et donc c'est un outil qui est à l'usage des banques. Dans le rapport de la BRI de 2024, la Banque des règlements internationaux dit que les banques centrales sont directement concernées par l'impact de l'intelligence artificielle, tant dans leur rôle de garante de la stabilité monétaire et financière que dans leur utilisation des outils d'IA. Pour relever les nouveaux défis, elles doivent anticiper les effets de l'IA sur l'ensemble de l'économie et exploiter l'IA dans leurs propres opérations. Donc, ils doivent utiliser l'IA pour anticiper les effets de l'IA. Anticiper les effets de l'IA, ben, c'est le premier volet de l'intelligence artificielle, c'est la veille stratégique qui va vous permettre d'anticiper. La BRI dit aussi que les cas d'utilisation de l'IA par les banques centrales comprennent l'amélioration des prévisions à très court terme, nowcasting, en utilisant des données en temps réel pour mieux prévoir l'inflation et d'autres variables économiques et pour examiner les données afin de détecter les vulnérabilités du système financier. On voit là les deux piliers de l'intelligence économique. Le premier pilier qui est la veille stratégique qui va permettre de prévoir l'inflation et les autres variables et le deuxième pilier qui est la protection du patrimoine informationnel qui va permettre de détecter les vulnérabilités du système financier. Enfin, le rapport dit que l'IA introduit également des risques tels que de nouveaux types de cyberattaques et peut amplifier les risques existants tels que les comportements de masse, les paniques bancaires ou les ventes d'urgence. On voit clairement ici le deuxième pilier de l'intelligence économique qui est celui de la protection, de la sûreté du patrimoine informationnel. Donc, c'est exactement de ça qu'il s'agit quand on parle d'intelligence économique. Donc, on voit donc que l'intelligence économique se retrouve aujourd'hui dans tous les métiers de la banque, qu'il s'agisse de banque de détail, banque d'affaires ou banque d'investissement, et dans tous les compartiments de la banque, c'est-à-dire de front office, de middle office et de back office. Je pense que l'intelligence économique permet de mieux structurer l'information que l'on va retrouver dans tous les compartiments de la banque. C'est pour cela que l'intelligence artificielle donc, est transversale aux données bancaires et permet de mieux structurer les données d'identification et de compte, les données clients, les données transactionnelles, les données de conformité et de risque, les données de marché et les données macro-financières. Toutes ces données-là, toutes ces informations trouvent leur cadre, trouvent leur importance dans le cadre conceptuel de l'intelligence économique. Et je souligne donc que l'intelligence économique favorise une culture
de l'information stratégique au sein de la banque. Ce n'est jamais plus important qu'aujourd'hui de favoriser l'émergence de cette culture de l'information stratégique. Il faut que toutes les parties prenantes, internes et externes de la banque et des établissements financiers soient sensibilisées sur cette importance de l'information stratégique. Je termine sur le premier point, donc en abordant la question des acteurs de l'intelligence économique du système bancaire et financier de l'UEMOA. Le directeur général du COFEB nous l'a exposé tout à l'heure. La nécessité pour le secteur bancaire et financier de mettre en place et de structurer un système d'intelligence économique de l'espace. Un système d'intelligence économique de l'espace qui va permettre d'anticiper les dynamiques régionales et de renforcer, vous l'avez dit, monsieur le directeur général, renforcer la résilience et la compétitivité. Les deux mots-clés pour lesquels il est important d'avoir un système formel d'intelligence économique de l'espace et qui va comprendre évidemment l'articulation de différents niveaux d'intervention, le niveau des États, les États membres qui ont un rôle important à jouer, qui doivent mettre chacun, mettre en œuvre, à mettre en place du moins un système national d'intelligence économique. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà dans presque tous les pays, je dirais, occidentaux. En Afrique, c'est un peu timide. Quelques États disposent d'un système national d'intelligence économique, mais ce n'est pas encore une pratique de tous les États. Je pense qu'au niveau des États membres de l'UEMOA, on peut travailler à cela pour que chaque État puisse vraiment disposer de son système national. Et ces systèmes nationaux vont converger vers, je vais dire, le Conseil des ministres de l'UEMOA qui va donner des grandes orientations sur un système communautaire d'intelligence économique. Parce qu'il faut coordonner, évidemment, tous ces systèmes-là. Et le Conseil des ministres peut donner des orientations sur le système communautaire. La banque, en tant que coordonnatrice tous les intervenants, va donc mettre en place son système sectoriel d'intelligence économique. On en a une idée. Le directeur général a déjà parlé de quelques éléments, quelques composantes de ce système sectoriel qui est déjà en place, mais il y a peut-être lieu de structurer et de conforter. Et ensuite, les autres partenaires, les autres composantes, les autres parties prenantes, la commission bancaire, qui aura aussi des éléments d'IE organisationnels, la BRVM, le GIM UEMOA et le FGDR, le Fonds de garantie des dépôts et de l'UEMOA, donc qui va aussi disposer de son système organisationnel. Et au niveau des banques et établissements financiers, ben, il s'agira d'un système d'intelligence économique d'entreprise. Chaque banque doit pouvoir avoir son système d'entreprise, de même que les fintech, les établissements de monnaie électronique et les établissements de microfinance aussi doivent pouvoir disposer, avoir leur système d'intelligence économique qui sera en lien avec le système sectoriel de la banque centrale. Voilà donc très brièvement quelques éléments sur le premier point qui est celui du cadre conceptuel de l'IE comme cadre conceptuel du secteur bancaire. Je vais enchaîner très rapidement sur la deuxième partie qui concerne les enjeux de la veille stratégique. Donc, nous connaissons maintenant les différents piliers de l'intelligence économique. C'est la veille stratégique, c'est la sûreté, la protection de l'information et c'est l'influence. Je ne peux pas aborder les trois piliers, évidemment, je n'en ai pas le temps, mais je vais aborder ici le premier qui est la veille stratégique et peut-être dire un mot rapide sur le deuxième. En ce qui concerne la veille stratégique, il y a de nouveaux enjeux aujourd'hui qui émergent, n'est-ce pas, auxquels fait face le secteur bancaire en Afrique. Il y a des enjeux de nature géopolitique et géoéconomique qui ont forcément un impact sur le système financier en Afrique. La fragmentation que l'on constate aujourd'hui et la recomposition de l'échiquier géopolitique mondial et régional eh bien, qui marginalise davantage le système financier africain. Tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui, la désintégration du système mondial international, l'ordre mondial qui est en désintégration, le droit international qui est marginalisé, mais tout ceci
renforce la marginalisation de l'Afrique, évidemment aussi de son système financier. C'est un élément de réflexion que le système bancaire peut être amené à faire aussi. La guerre économique et la déstabilisation du système commercial international, tout ceci accentue la volatilité macroéconomique en Afrique. Aujourd'hui, nous sortons d'un ordre économique mondial aussi. Il y a tout un processus qui a conduit de l'accord du GATT jusqu'à l'Organisation du commerce, à l'Organisation mondiale du commerce, mais tout ce système-là ne tient plus du tout aujourd'hui face à la déstabilisation du monde. Nous avons aussi évidemment l'omniprésence du numérique qui force à reconfigurer les systèmes et les stratégies des organisations. Le numérique, j'y reviens, enfin, je vais y revenir tout à l'heure. Il y a aussi, bien sûr, en Afrique, les crises sécuritaires et leur impact sur les indicateurs clés de risque. On ne peut pas. Il y a plusieurs pays qui sont membres de l'espace UEMOA et qui font face à des crises aiguës. Et bien sûr, il y a le Sahel, le Mali, le Burkina, le Niger. Mais en dehors de l'espace, il y a les pays des Grands Lacs, la RDC, le Soudan, les pays de la Corne de l'Afrique. Donc, vous voyez que toutes ces régions sont en ébullition et les problèmes sécuritaires ont forcément un impact sur le système financier. Il y a les crises qui sont nées aussi des chocs climatiques. Le directeur général a parlé tout à l'heure dans son intervention du groupe de travail sur les changements climatiques. Évidemment, il y a une raison pour ça, parce que ces chocs climatiques contribuent à dégrader la qualité des actifs et donc aussi et donc un impact évidemment sur le secteur financier, le secteur bancaire, ne serait-ce que quand on prend en compte par exemple le secteur agricole et les effets de ces chocs climatiques sur le secteur agricole. Maintenant, il y a les enjeux qui sont directement liés à la banque. Ces enjeux, encore une fois, l'intervention du DG nous l'a dit clairement, les défis de la digitalisation et de l'interopérabilité. Il faut d'abord dire que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que le système, que la BCAO a réussi à faire à l'intérieur de l'espace. C'est unique. Je veux dire, ce qu'on est en train de mettre en place là, au niveau du pays SPI, de l'interopérabilité est unique. Je n'ai pas vu d'exemple, en tout cas, moi je suis au Canada depuis une trentaine d'années, je n'ai pas encore vu un tel système au Canada ou en Amérique du Nord. Donc quelque chose qui est exceptionnel. Mais cela dit, cela quand même, il y a des points d'interrogation. Je veux dire que le lendemain ne sont pas aussi clarifiés que ça. Il y a Paul Desremeux qui a écrit un article récemment, il y a quelques jours, sur l'UEMOA et ses trois défis des banques en 2026. Et dans cet article, il dit que le système bancaire régional effectuera en 2026 un saut dans l'inconnu. Il a parlé de saut dans l'inconnu. Saut dans l'inconnu avec l'entrée en vigueur de l'interopérabilité initiée en septembre dernier. D'accord. Cette entrée en vigueur, jusque-là, il n'y a pas de problème, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres problèmes. Il dit que c'est un saut dans l'inconnu. Alors, c'est un terme qui intéresse bien l'intelligence économique. Alors, si on situe l'interopérabilité dans le cadre de l'intelligence économique, l'objectif, justement, c'est d'anticiper sur les contre-coups de ce système et donc de trouver les moyens de régler les problèmes qui vont émerger. Donc, je pense peut-être que le saut dans l'inconnu, c'est un mot trop fort, mais c'est une sorte d'alerte pour nous dire il faut déjà commencer à prévoir les problèmes qui vont émerger de cette interopérabilité-là. Étant donné que l'interopérabilité est vulnérable au choc cybernétique, donc il faut déjà se préparer à ces contre-coups. Il y a la révolution des paiements et la concurrence des nouveaux acteurs, les néobanques, les fintechs, les EME et les SFD et AME, donc ces différents nouveaux intervenants qui ont été, je dirais, bien absorbés par le système bancaire. Au début, c'était un défi, on ne voulait pas les accepter, mais finalement, je pense que vous avez trouvé la meilleure stratégie pour les accueillir et pour les intégrer. Et ça aussi, c'est une innovation africaine et il faut en parler, c'est une innovation africaine. En même temps, ça pose un problème en termes de concurrence pour les banques qui doivent imaginer de nouvelles façons de gagner des parts de marché parce qu'elles sont en train de perdre des parts de marché que ces nouveaux intervenants sont en train d'occuper. Il y a aussi l'exigence croissante du capital minimum
Bon, vous l'avez fait à l'UEMOA, le capital minimum des banques aujourd'hui sera porté à 20 milliards au 1er janvier 2027. Donc, dans un an, les banques doivent avoir un capital de 20 milliards. Dans la CEMAC, c'est déjà le cas. Depuis le 1er janvier, c'est 25 milliards de francs CFA dans la CEMAC. Au Kenya, on est passé de 1 milliard de shillings à 3 milliards en 2025, puis on sera à 10 milliards en 2029. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que la configuration des banques dans l'espace africain va changer. Ça veut dire que les petites banques, les banques de taille moyenne ou de petite taille sont obligées de prendre une décision, soit de se recapitaliser, soit de fusionner, ou alors carrément de disparaître. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que la fragmentation du tissu banquier et financier en Afrique n'est pas forcément quelque chose qu'il faut encourager, puisqu'on a besoin quand même de majors, on a besoin de capitaines, vraiment de champions dans ce domaine-là pour pouvoir financer les besoins géants que nous avons en infrastructure et de développement. Mais les petites boutiques ici et là ne peuvent pas répondre à ces besoins majeurs. Donc, je pense que ce processus, il faut le renforcer. Ça va forcément conduire à une recomposition du tissu bancaire. Enfin, il faut souligner, bien sûr, l'insuffisance du crédit à l'économie. Et ça, c'est un problème majeur. Les banques ne prêtent pas assez aux entreprises africaines. On dit que 90% des prêts qui sont faits sont des prêts à court terme, donc vraiment des prêts très contraignants. Et les prêts agricoles, on n'en fait pas assez. À peine 4% des portefeuilles des prêts bancaires, alors même que l'agriculture, c'est 60% de la population active. Et donc, quand on regarde l'Afrique subsaharienne, le crédit à l'économie ne représente que 30% du PIB, alors que la moyenne mondiale est de 147%. Et ce taux est de 160% pour les pays de l'OCDE et 216% en Amérique du Nord. 216%. Donc, on a un problème de crédit à l'économie. Et finalement, il faut aussi noter le poids croissant de la dette publique et des titres d'État. C'est les États qui ont de plus en plus besoin de financement, qui émettent des titres et qui vont aussi monopoliser l'intervention des banques, mais ceci au détriment des petites entreprises, des entreprises qui ont besoin de financement et qui souffrent déjà d'une faible profondeur de crédit, comme je viens de le souligner. Sans parler évidemment du secteur informel qui, lui, carrément, est en marge du financement. J'ai mis ici quelques éléments pour dire donc que plus généralement, on a un enjeu de déficit de financement du développement. Seulement 15 à 20 milliards de dollars sont disponibles pour les PME subsahariennes, alors que ces PME ont un besoin de 145 milliards de dollars. Évidemment, c'est le constat qui a été fait par le FMI en 2019, et je pense que ça n'a pas changé. Alors, donc, tout ceci force à porter un nouveau regard sur les risques bancaires. Dans cet environnement incertain, un environnement changeant, technologique et tout, il y a la nécessité donc de porter un nouveau regard sur les risques bancaires. Les risques financiers et les risques prudentiels, donc dans leur catégorisation de seuil vert, orange et rouge en fonction du seuil d'alerte, pour ce qui concerne les ratios de fonds propres, les ratios de liquidité, le taux de non-performing loans, les ratios de couverture des créances douteuses, la manière de voir ces ratios, d'analyser ces ratios, de percevoir ces ratios doit changer. Ils peuvent changer si on les place dans un cadre d'intelligence économique. Je pense qu'on va les voir autrement si on s'inscrit dans le cadre conceptuel de l'intelligence économique. Un point de vigilance, c'est aussi les risques opérationnels qui peuvent aussi être abordés autrement dans le cadre de l'intelligence économique. BAL 2 définit le risque opérationnel comme étant le risque de perte résultant d'une inadaptation et d'une défaillance imputable à des procédures, personnes et systèmes internes ou à des événements extérieurs. Cette définition qui n'inclut pas le risque juridique, le risque stratégique et le risque de réputation. Vous voyez donc que le risque opérationnel peut être mieux pris en compte
prise en charge si on l'inscrit dans une démarche d'intelligence économique, parce que l'objectif de l'intelligence économique, la veille stratégique, va pouvoir aider à bien gérer ces risques opérationnels. Il y a aussi le risque stratégique, c'est-à-dire celui qui consiste à se tromper sur une réforme, à se tromper sur une innovation. Lorsqu'on fait une innovation qui est ratée, normalement, quand on pense bien, quand on planifie bien, quand on prévoit bien, ben, on ne peut pas rater une réforme, on ne peut pas rater une innovation. L'intelligence économique sert à ça. On est avisé, on a la capacité de saisir, de comprendre, de projeter et d'anticiper. Et donc, il y a aussi le risque de réputation, la capacité à prévenir cette perception négative qu'on a de l'image et de la réputation qui peut entraîner des pertes économiques. Évidemment, tout ceci est mieux pris en charge dans le cadre de l'intelligence. Le troisième pilier, qui est le pilier de l'influence, permet de juguler les risques. Les axes de veille, donc, il faut donc mettre en place un certain nombre d'axes de veille bancaire. Il y a plusieurs axes qu'on peut mettre en place en fonction de la nécessité ou du besoin d'informations prioritaires du moment. On doit faire la veille juridique, réglementaire et normative. Ça, c'est pour vous, les banques, les établissements financiers, c'est une obligation. Mais donc, mettre en place une veille juridique, mettre en place une veille comptable, économique et financière, la veille sectorielle ou du marché, la veille concurrentielle, la veille technologique et de l'innovation, la veille numérique et la veille des risques prioritaires, la veille partenariale. Ça, j'insiste là-dessus parce qu'il est aussi important que vous cherchiez à avoir des informations sur vos partenaires. Oui, parce que quand on est partenaire, on est supposé coévoluer. Est-ce que vous êtes en coévolution avec votre partenaire? Lorsque votre partenaire croît, est-ce que vous vous décroissez? Ah ben si c'est ça, ben ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, il faut donc avoir un œil aussi sur les partenaires, sur l'évolution du partenaire, sur les stratégies du partenaire pour pouvoir nous ajuster. Et la seule façon de le faire, c'est d'obtenir les informations de ces partenaires-là. Il faut faire la veille d'image et de réputation, la veille sociétale, la veille de l'environnement stratégique et géopolitique. Toutes ces veilles-là sont importantes. Alors, j'ai demandé à l'outil copilote de me faire un dessin à partir de tous ces éléments. Ben, il m'a sorti cette image-là, tout simplement pour dire qu'il y a une nécessité de bien scruter l'horizon, de bien scruter l'environnement pour être constamment en veille stratégique pour trouver les informations qu'il faut en vue d'une prise de décision éclairée. On n'a pas le temps, je ne veux pas insister donc sur les étapes du processus de veille. Il y a une manière de faire, il y a une manière de conduire la veille. Il faut d'abord trouver les besoins d'information stratégique, il faut les exprimer. Et pour exprimer les besoins d'information stratégique, ben, il faut faire le diagnostic, il faut faire l'état des lieux pour trouver les besoins prioritaires auxquels il faut répondre. Ensuite, il faut élaborer un plan de veille, chercher les sources de l'information, collecter l'information et l'analyser. Et aujourd'hui, c'est à cela que servent les outils d'intelligence artificielle. Vous voyez? Donc, l'intelligence artificielle n'existe pas en l'air. Il doit être intégré dans une démarche dans une démarche d'intelligence économique et plus précisément dans une démarche de veille stratégique. Donc ici, on voit clairement l'utilité de l'intelligence artificielle. Et puisque nous avons aujourd'hui une panoplie d'outils d'intelligence artificielle qui nous aident à faire le traitement des données, puisque les données, ben, elles sont massives, ce sont des big data. On n'a pas la capacité humaine de traiter tout seul ces données-là. C'est pour ça qu'on peut les confier à des outils, l'outil d'intelligence artificielle pour nous les traiter, pour nous l'analyser. Et les outils sont de plus en plus performants de ce point de vue-là. Donc, quand on analyse, on traite, en ce moment-là, on peut diffuser l'information stratégique et on peut l'utiliser à des fins de prise de décision. Et après, on fait un retour d'expérience. Enfin, je termine, enfin, l'avant-dernier point, les outils de veille. Alors, j'avais une panoplie d'outils à vous montrer, mais on n'a pas le temps, mais je vais tout simplement me contenter de souligner les outils logiciels dédiés à la banque et qui intègrent justement l'intelligence artificielle. On les appelle les RegTech pour Regulatory Technology et les SupTech, les Supervisory Technology, c'est-à-dire
des technologies qui sont à la disposition des établissements financiers et qui leur permettent donc de gérer leurs affaires en conformité avec la réglementation en vigueur et les technologies qui sont à la disposition des autorités de supervision, qui sont les subtech. Donc, tout ceci pour automatiser le reporting prudentiel, la surveillance des ratios, les fonds propres, la liquidité, la concentration des risques et le suivi des sanctions et des nouvelles normes. Donc, la sanction, la surveillance en temps réel des risques et la conformité réglementaire automatisée. C'est la pratique aujourd'hui. Toutes les banques aujourd'hui recourent à ces technologies-là et l'expérience a montré que elles ont augmenté considérablement leur taux de conformité. Il y a une banque qui a témoigné d'un taux de conformité de 96% à partir du moment où elle a installé une RegTech. Donc, ce sont des outils très, très performants. Il y a un article de Jean-Michel Huet, Nagui et Laplace, RegTech et SubTech, catalyseur d'une supervision financière moderne en Afrique. C'est un article qui a été publié le 1er août 2025 que je vous recommande. Donc, je ne veux pas entrer dans les détails de ces outils-là, mais il faut retenir que les RegTech sont comme une bouée de sauvetage des banques. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle les experts arrivent en soulignant le fait qu'en 2024, par exemple, les banques à travers le monde ont payé 19 milliards, 19,3 milliards de dollars en sanctions réglementaires pour défaut de conformité. C'est un record historique. Donc, elles ont compris et aujourd'hui, elles s'organisent en conséquence. Il y a un autre article que j'ai trouvé de Finance et Investissement, la RegTech, nouvelle bouée de sauvetage, c'est ça que je vous recommande, ça a été publié en septembre 2025. Enfin, globalement, il y a 4 champs d'application de la RegTech, selon McKinsey King. Il y a des RegTech dans le champ de la gestion des risques financiers et du capital. Il y a des RegTech dans le champ de la gouvernance, du risque et de la conformité. Il y a des RegTech dans la protection du patrimoine informationnel, donc contre la cybersécurité, pour la cybersécurité. Et il y a des RegTech de lutte contre la criminalité financière, c'est-à-dire le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, il y a une panoplie d'outils dans ces différents champs-là, donc que les banques auront intérêt à examiner. Je termine sur la responsabilité des dirigeants sociaux en matière de veille stratégique. Donc, on comprend que compte tenu de tous ces changements, de toutes ces mutations, de toutes ces innovations et même aussi de tous ces risques, eh bien, les banques doivent repenser leur plan d'affaires, leur modèle d'affaires, doivent repenser leur gouvernance. Et de ce point de vue, eh bien, elles doivent aussi prendre en compte le cadre réglementaire qui s'étoffe et se consolide et devient de plus en plus exigeant à l'égard donc de la gouvernance organisationnelle. Parce que quand on regarde bien, toutes les banques sont, je dis toutes, hein, sont susceptibles de basculer dans une crise ou dans un état de crise compte tenu de tous ces risques qui existent si jamais elles n'arrivent pas à gérer ces risques-là, à les anticiper. Donc, c'est un facteur aggravant dont il faut tenir compte, mais il y a bien sûr des gens à l'intérieur de la banque qui sont responsables d'anticiper, de gérer ces différents risques-là. Il y a 3 textes de référence sur la responsabilité des dirigeants sociaux, donc qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est la circulaire de la commission bancaire relative à la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières. Ça, c'est un texte très important et qui définit clairement le mode de gouvernance des établissements. Je pense que tout le monde connaît ces circulaires-là au bout des doigts. Il y a la circulaire relative à la gestion des risques dans les établissements de crédit et les compagnies financières de l'UEMOA. Ces 2 textes ont été adoptés en 2017 et je me demande s'il n'y a pas lieu peut-être de revoir, compte tenu des nouveaux risques, de nouvelles, je veux dire, des nouveaux enjeux qui émergent. Peut-être qu'il faut toiletter un peu ces circulaires-là et les mettre peut-être au goût du jour. Parce que 2017, c'est déjà très long, très longtemps. En tout cas, mais pour l'instant, ce sont les circulaires qui sont en vigueur. Et j'ajouterais l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, donc l'acte de l'OHADA. Pourquoi?
Tout simplement parce que les banques, les institutions financières, les établissements de crédit sont constitués en sociétés anonymes. Donc, ce sont des sociétés anonymes qui sont soumises du moins au droit OHADA. Et donc, les banques respectent bien sûr la réglementation de la commission bancaire, d'une part, mais aussi la réglementation en vigueur dans l'espace OHADA. Il revient donc en premier chef, en application de ces textes, il revient en premier chef aux administrateurs et aux dirigeants en raison de leur pouvoir et responsabilité dans les établissements financiers, donc de gérer les risques et de prévenir la fraude bancaire. C'est d'abord la responsabilité des dirigeants. Et je donne ici quelques dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA qui appellent davantage de vigilance de la part de ces dirigeants sociaux. D'abord sur les pouvoirs et administrateurs, et des administrateurs. L'article 435 de l'acte uniforme de l'OHADA disons, énonce clairement les pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration a le pouvoir d'orientation, de surveillance, de contrôle et le pouvoir de création de comités spécialisés, c'est ce qui dit l'article 437, dont le comité obligatoire d'audit et le comité de risque. Donc, c'est un outil que le législateur OHADA a donné aux administrateurs pour faire face aux enjeux du moment. Donc, c'est un pouvoir, mais c'est aussi une responsabilité. Donc, rien n'empêche les administrateurs, le conseil d'administration de la banque, de créer un comité d'intelligence économique. Ça, c'est un comité d'intelligence économique. Je vois que l'outil qui leur permet de mettre en place un tel comité est là, c'est l'article 437 de l'acte uniforme. Les administrateurs ont des responsabilités, donc des obligations, obligations de prudence, de diligence, de compétence, de loyauté, de transparence. Vous allez les trouver dans les circulaires de la commission bancaire. Et donc, on a aussi une responsabilité particulière du président du conseil d'administration parce que c'est lui qui rend compte des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui ont été mises en place par la société, et notamment, et c'est lui qui a la charge de l'élaboration et du traitement de l'information comptable et financière en particulier. Donc, le président du conseil d'administration a une responsabilité particulière. Il y a des sanctions, si jamais vous ne le faites pas, sanctions prévues par l'acte uniforme, sans tenir compte des sanctions prévues par la réglementation bancaire. La sanction prévue par l'acte uniforme de l'OHADA, c'est qu'il y a des risques de poursuites judiciaires en responsabilité individuelle ou solidaire pour violation des règles, des clauses et pour faute de gestion. Ah oui, la faute de gestion. Si vous n'arrivez pas à anticiper un risque, si vous mettez votre établissement à risque parce que vous n'avez pas fait votre devoir, ben, on peut vous poursuivre pour faute de gestion. Je pense que le fait de ne pas gérer un risque et de faire en sorte d'encourir des pertes énormes, ça, c'est une faute de gestion pour laquelle vous aurez peut-être à répondre devant les tribunaux. Il y a aussi les actions personnelles ou sociales en responsabilité, parce que la banque est une personne morale et donc elle a aussi un intérêt social qui est différent de l'intérêt de ses actionnaires. Et donc, il y a une action sociale qu'on peut intenter sans tenir compte des actions que les actionnaires peuvent intenter de façon personnelle. Sans préjudice donc des sanctions administratives, disciplinaires et pénales en vertu des conventions et des lois bancaires et tout ceci. Donc, voilà l'importance de tenir compte de ces différents éléments. Alors, monsieur le directeur général, je ne sais pas si j'ai le temps d'aborder quelques éléments de la troisième partie qui concerne la protection du patrimoine informationnel de la banque. Donc, si vous me donnez quelques minutes, je pourrais peut-être évoquer quelques éléments avant de vous retourner la parole. Oui, professeur, je pense que c'est un point qui est extrêmement important. C'est un des piliers, comme ça a été dit, de l'intelligence économique, à savoir la protection du patrimoine informationnel. Je pense que ce serait important d'édifier le public sur cette dimension. Donc, D'accord. je vous laisse quelques minutes pour continuer là-dessus. D'accord. Oui, on a Merci le temps, beaucoup. hein. OK. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Donc, j'ai été, au vu de tout ça, j'ai été obligé d'élarguer pas mal de choses
sur cette troisième partie, comme je l'ai dit, qui mérite peut-être une conférence à part, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les défis numériques, comme vous l'avez souligné, monsieur le directeur général. Mais ce qu'on observe depuis une dizaine d'années, et qui touche évidemment aussi, et en particulier le système financier, c'est la question de la mobilité. Nous sommes dans l'ère de la mobilité, de la multiplication, de l'individualisation et de la personnalisation des terminaux. Vous l'avez souligné, les progrès remarquables que qu'on note en Afrique, même si l'Afrique, toute proportion gardée, fait partie des régions les moins connectées du monde, mais c'est la région qui évolue le plus vite, qui a connu la croissance la plus rapide. Je pense que 2 fois plus la croissance, la moyenne mondiale en termes d'accessibilité, de connectivité. Donc, nous, l'Afrique aussi est dans l'ère de la mobilité. Des téléphones mobiles, c'est le deuxième marché, le deuxième plus gros marché en termes de téléphones mobiles. Voilà. Euh, nous avons donc, nous sommes à l'ère aussi de l'Internet des objets. Les objets aussi peuvent être connectés à partir du moment où les objets ont une identification, un code QR. Ils peuvent connecter entre eux. Nous sommes à l'ère de l'Internet des machines, machine à machine. Donc, les machines aussi peuvent dialoguer. Voyez-vous, donc, nous entrons dans une nouvelle ère. Nous sommes à l'ère de la dispersion du traitement et de la conservation des données. Les données sont aujourd'hui dans l'info-nuage. Ce n'est plus avant où toutes les données doivent être stockées sur un serveur dans une salle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est autrement. Nous sommes à l'ère du cloud computing. Il y a aussi passage au numérique de grands pans de l'activité économique, la digitalisation de la banque en particulier. Nous passons donc de la digitalisation de la banque en ligne à la banque digitale. Il y a aussi aujourd'hui des banques qui sont à 100% digitales, on le sait. Et puis, il y a l'irruption de l'intelligence artificielle dans le système financier. Vous allez dire, mais il n'y a pas irruption puisque le système financier est habitué d'une manière ou d'une autre à l'intelligence artificielle. C'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que les établissements financiers sont les premiers à déjà mettre en place des mécanismes d'automatisation. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, on peut dire que c'est beaucoup plus une prolongation, un prolongement de cette technologie auquel le système financier était habitué. Mais il n'empêche quand même que l'intelligence artificielle vient bouleverser le système financier. Il y a une montée en puissance du back-office au soutien du front-office. Ah oui, aujourd'hui, le rôle du back-office est encore plus important compte tenu de ces changements technologiques. Donc, on voit clairement l'objectif de la digitalisation de la banque. Ce qu'on vise, évidemment, c'est de moderniser l'activité bancaire à la fois par le hardware, par les infrastructures technologiques de la banque, mais aussi les applications, les applications bancaires. On vise la convergence vers les normes internationales du plan comptable bancaire vers les normes internationales d'information financière et la convergence des dispositifs prudentiels avec les accords de Bâle, Bâle 1, 2, 3. Donc, la digitalisation s'inscrit dans cette dynamique-là pour renforcer la sécurité et la résilience du système financier et améliorer l'information financière. La digitalisation vise aussi à accroître donc de façon globale la performance et la rentabilité de la banque, vise à répondre au mieux aux besoins des clients. Et on donne l'exemple de Jim Oumoua et son infrastructure de JimPay, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une technologie qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de régions. Je pense que c'est une innovation dont l'Afrique peut être vraiment fière. Mais la digitalisation est aussi une source de vulnérabilité, pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe et partout dans le monde. Surtout les risques cyber, les cyber-risques et la cybercriminalité, donc ce sont des risques importants. J'ai dit, ce n'est pas seulement l'Afrique qui est confrontée à ce phénomène. Je donne l'exemple de l'Union européenne. Les orientations de l'autorité bancaire européenne sur la gestion des risques liés au TIC, au TIC et à la sécurité. Ces orientations qui datent de 2019 ont clairement montré les différents enjeux de sécurité, bien sûr, auxquels font face les banques. C'est la violation de la confidentialité, c'est la défaillance de l'intégrité des systèmes informatiques et des données,
c'est l'inadéquation ou l'indisponibilité des systèmes et des données, c'est l'impossibilité de modification dans un délai pour des coûts raisonnables ces systèmes lorsque les exigences métiers changent. Donc, ce sont des enjeux informatiques auxquels font face les banques. C'est aussi le processus interne défaillant ou insuffisant, c'est la sécurité physique insuffisante, ce sont des événements externes qui viennent bouleverser le fonctionnement des banques, le hameçonnage, les cyberattaques, les fraudes sur les biens et les outils numériques, fraude par transfert d'argent ou retrait sur de faux chèques, usurpation d'identité, infection virale, intrusion dans les systèmes d'information, etc. Tout ceci, on les retrouve aussi en Europe. En ce qui concerne l'Afrique, l'Afrique aussi, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je relève ici tout simplement, grosso modo, quatre types de fraude numérique informatique auxquelles sont confrontées les organisations africaines. Le Centre d'études stratégiques de l'Afrique l'avait souligné dans un rapport qui a été publié en 2021. Ça fait déjà quelques années, mais les données sont tout à fait encore valables. Le premier, c'est l'espionnage et le piratage. Et les banques aussi sont sujets à cela. Les banques doivent faire très attention à la question de l'espionnage parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à surveiller l'évolution des banques africaines et donc à connaître leurs vulnérabilités, à connaître leurs points faibles et leurs points forts pour pouvoir à un moment donné, disons, à, à un moment donné, lancer des perches pour pouvoir soit les pêcher, soit les pêcher ou soit les assommer. Bon. Il y a des choses qui arrivent à nos banques, mais on ne sait pas d'où viennent les menaces. Vous prenez EcoBank, qui était une banque au départ, une banque africaine fière. Aujourd'hui, quand on voit la configuration de EcoBank, on se pose la question de savoir où va EcoBank. Enfin, je le dis sous toute réserve, mais je vois quand même qu'il y a des actionnaires, que EcoBank est détenu de façon importante par des intérêts étrangers et on ne sait pas comment ces intérêts-là ont pu mettre la main sur EcoBank et je pense que toutes les banques sont exposées à cela. Et ce n'est pas. Donc, je pense que c'est important aussi de protéger nos informations bancaires, nos informations stratégiques. C'est protéger aussi l'avenir des banques. Donc, la question de l'espionnage et du piratage, c'est aussi valable dans le milieu bancaire. Il y a la question du sabotage des infrastructures critiques connectées à un réseau informatique. Et ça, le réseau des banques, c'est un réseau vraiment exposé, un peu comme les réseaux de télécommunications, les réseaux d'électricité. Ça fait partie de nos infrastructures critiques. Et donc, il faut craindre des actes malveillants, des gens qui peuvent vraiment nuire à ce système-là de façon structurelle. Il y a les cyberattaques du crime organisé. Les hameçonnages, on le sait, il y a des banques qui ont été victimes de ça. Par exemple, des banques sénégalaises en 2019 qui ont été victimes de cyberattaques. Ça continue. Ce sont des phénomènes qui sont courants et qui ne sont pas parfois rapportés, on le sait. Et puis, il y a les attaques du dark web. Le dark web, c'est le troisième niveau du web. Il y a le surface web, et qui est le web accessible à tous. Il y a le deuxième niveau qui est l'intranet, qui est le web intranet, donc protégé avec des codes d'accès. Et puis, il y a le dark web. Dark web, c'est l'endroit où on peut se retrouver sans identité. Personne ne connaît personne dans cet univers-là. Vous ne laissez pas de traces. Et c'est là que se font que se font évidemment, se mènent toutes sortes d'activités criminelles. Les ventes, les ventes d'espèces, le vol de matières premières, toutes sortes d'actes criminels qui se font aujourd'hui, au moment où je vous parle, qui sont en train de s'opérer dans le dark web et c'est un grand défi pour les pays africains. Alors, est-ce que les sociétés africaines, les entreprises africaines, les banques africaines, les établissements financiers, est-ce qu'ils sont prêts pour faire face à ces menaces-là? Et donc, il y a une recherche, il y a Deloitte qui avait mené une recherche sur la mesure de la maturité cybersécurité des établissements financiers et des entreprises en Afrique. Une étude qui a été menée par Aristide Ouattara et Sofiane El Abdi. Donc en 2021, c'est une enquête auprès de 210 entreprises, dont 31% sont des services financiers. Donc les banques,
la finance, banque et assurance, investissement, 20% services télécoms, et médias et technologies, et 24% sont de l'industrie et des services. Il y a 11 pays qui sont impliqués dans l'étude, donc ça couvre 3 régions. Et on voit bien qu'il y a 4 pays de l'UEMOA qui ont été couverts par l'enquête. Donc le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal. Et donc, on a quand même une bonne mesure de la maturité cybersécurité de ces pays de l'UEMOA. 51% des entreprises ont plus de 1000 employés. Donc, vraiment, ça porte sur des grandes entreprises. On ne parle pas de petites PME, là, de grandes entreprises. Et puis, il y a une vingtaine de questions qui ont été administrées par les chercheurs. Il y a une deuxième étude qui a été menée, une étude similaire, qui a été menée par PricewaterhouseCoopers, toujours en 2021, et qui a abouti à peu près au même résultat. Donc, l'étude de PricewaterhouseCoopers, les enjeux et défis de la cybersécurité en Afrique francophone subsaharienne, un résultat d'enquête, donc c'est de mars 2021. Donc, j'ai lu ces études-là, je les croise avec d'autres études qui ont été menées, entre autres, par le Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Et j'arrive donc à ces recommandations que j'ai formulées à partir de ma lecture de ces études. Ce que j'observe comme meilleure pratique, donc je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails des études, mais au moins je vous donne quelques éléments de recommandations sur la question de la cybersécurité. La première observation, le premier constat que l'on fait, c'est qu'il y a un manque de volonté politique des gouvernements africains sur la question de la cybersécurité. Et là, il faut quand même un sursaut. Il faut un sursaut de volonté politique. Seuls 17 pays africains ont mis en œuvre des stratégies nationales de cybersécurité qui prévoient des objectifs stratégiques et qui assignent des responsabilités à tous les niveaux du gouvernement pour le contrôle des menaces cyber et la réponse à y apporter. Parce que la cybersécurité dans le milieu bancaire ne peut pas se résoudre, se limiter aux banques. Ce n'est pas les banques seules qui peuvent prendre en charge les questions de cybersécurité, c'est un problème national. Et donc, il faut que le problème soit d'abord et avant tout pris en charge au niveau national. Or, voyons qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui aient pris conscience de cela. Alors, j'ai dit 17 pays, peut-être que ça a changé un peu depuis 2022, mais voyons qu'il y a quand même du retard dans ce domaine-là. 18 pays ont mis sur pied des semblants de centres nationaux d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, ce qui devrait être euh, systématique dans tous les pays. Tous les pays devraient pouvoir disposer d'un NCIRT, the National Computer Incident Response Team. Quand il y a un incident informatique dans un pays, normalement, il doit y avoir un centre de réception des alertes, de signalement de ces événements-là. Et donc, c'est une nécessité absolue. Il faut donc vérifier si ces centres-là existent au niveau des pays. Mais je me remarque qu'il y avait seulement 18 pays qui avaient mis en place ces centres-là. Pour ce qui concerne la protection des données, l'Afrique a été pionnière dans ce domaine puisque l'Union africaine avait adopté dès 2014. Bien avant l'Union européenne, l'Afrique avait adopté une convention qu'on appelle la Convention de Malabo. Donc, c'est la Convention sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Mais voyez-vous, c'est seulement en juin 2023 que la Convention est entrée en vigueur, soit 9 ans après son adoption. Et je pense que c'est la Mauritanie qui a été le 15e pays à ratifier la Convention. Donc, ça a pris 9 ans avant que la Convention n'entre en vigueur. Mais il n'empêche qu'il y a quand même quelques pays africains qui sont dans lesquels la Convention est entrée en vigueur, dans le Bénin et la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, il faut un sursaut de volonté politique. Ensuite, donc, je pars des recommandations macro vers les recommandations micro. Ensuite, deuxièmement, il faut la formation et le recrutement massif de cyber-experts. Je pense que les banques ont besoin, évidemment, d'engager des cyber-experts. Ça ne s'agit pas seulement des informaticiens, mais je parle de cyber-experts. On estime l'Afrique a besoin de 100 000 cyber-experts. 100 000, ça c'est le minimum. Donc, au niveau des banques qui constituent des entreprises d'importance stratégique, on ne peut pas, il faut bien sûr engager ces cyber-experts-là et encourager la formation donc au niveau des banques. On relève dans les études que seulement 96% des incidents
de cybersécurité ne sont pas signalés ou restent non résolus en Afrique. 96%, ce qui est assez effrayant. On ne peut pas se permettre ça dans le secteur bancaire. Troisième recommandation, c'est le nouveau rôle pour les acteurs de la sécurité et de la défense. Et surtout, leur rôle aussi pour les secteurs financiers. Parce que ce sont des secteurs, c'est un secteur névralgique. Et donc, ce nouveau rôle-là, c'est de permettre l'émergence d'un nouveau type de soldats et un nouveau type d'officiers. Je les appelle cybersoldats et cyberofficiers. Parce qu'il ne suffit plus aujourd'hui seulement de savoir manipuler les armes. Vous savez comment, même la guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre cybernétique. C'est d'abord et avant tout une guerre cybernétique. C'est une guerre numérique. La guerre est d'abord numérique avant d'être une guerre sur le terrain. Donc, il faut apprendre à protéger les ordinateurs des armées, des réseaux de télécommunications, des établissements financiers, des autres infrastructures essentielles à la sécurité contre toute cyberattaque. Ça fait partie de la formation du soldat ingénieur. Donc, on n'a pas besoin d'être soldat pour faire ça, mais c'est encore mieux si les forces de défense et de sécurité s'investissent dans ce travail de formation. Quatrième recommandation, mise en place d'une stratégie cybersécurité alignée sur la stratégie globale d'entreprise. Ce qu'on a remarqué dans les études, c'est que les entreprises africaines ne disposent pas de politique de cybersécurité. Et si cette politique-là existe, elle est déconnectée de la stratégie globale de l'entreprise. Donc, c'est important d'abord d'avoir une stratégie globale de l'entreprise et d'avoir une stratégie cybersécurité qui soit intégrée dans cette stratégie globale. Donc, une feuille de route cybersécurité qui soit en adéquation avec la stratégie globale, une responsabilité en matière de cybersécurité qui soit assumée au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de la direction générale, au niveau du conseil d'administration, et non seulement au niveau du personnel technique. Au niveau du personnel technique. Donc, l'intégration du responsable de service de sécurité de l'information dans la haute direction. Je suis très heureux de voir que dans l'organigramme de la BCAO, c'est une direction générale qui s'occupe des systèmes d'information. C'est une direction générale. C'est très important. C'est même capital, donc, pour la vue des organes. Donc, au niveau des banques, évidemment, le responsable des services de sécurité de l'information doit être dans la haute direction. La mise en place d'un CSIRT, Cyber Security Incident Response Team, avec une forte implication de la direction générale. C'est-à-dire que chaque banque, chaque établissement financier doit pouvoir avoir son CSIRT. Son CSIRT est dans lequel la direction générale est fortement impliquée. Désignation d'un délégué à la protection des données. Bon, c'est une obligation aujourd'hui en Europe, dans l'espace européen, avec le RGPD, le Règlement général de protection des données. Eh bien, toutes les entreprises doivent avoir un délégué à la protection des données. Donc, au niveau des banques, j'imagine que c'est aussi le cas, parce que c'est ce que prévoit aussi la Convention de Malabo. Le programme de formation et de sensibilisation des employés et tiers à la sécurité de l'information, ça c'est important. Cinquième recommandation, la gestion effective des risques et cybermenaces. Maintenant, lorsque la menace survient, lorsque le risque survient, comment on doit réagir? Alors, il faut donc un programme complet de gestion des cybermenaces, ce qu'on appelle le Threat Management Program, avec des outils de monitoring et de suivi des incidents de cybersécurité. Ça, c'est très, très important. Faire une évaluation régulière des risques à un rythme qui soit adapté au profil du risque. Mais aujourd'hui, dans le milieu bancaire, on ne peut pas se permettre de s'accorder un répit. Il s'agit d'une surveillance continue. Une surveillance continue, donc des indicateurs de cybersécurité. J'ai vu dans les meilleures pratiques que c'est toutes les 4 heures. C'est toutes les 4 heures qu'on devrait regarder les signaux. Et je dirais même 4 heures, peut-être parfois c'est trop tard. Hein? C'est trop tard. Donc, il faut une surveillance continue et des réunions de sécurité, au moins, je dis au moins une fois par semaine. On a trouvé dans les études que dans certaines entreprises en Afrique, ou dans la plupart des entreprises, c'est peut-être une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois. Il y en a même qui n'ont même pas de réunion de sécurité sur un an. Donc, il faut aussi une discussion régulière sur le sujet de la cybersécurité dans les comités exécutifs
par la communication des indicateurs de sécurité à la direction générale et ou au comité exécutif. C'est un élément stratégique, l'information sur la sécurité du système, l'état des lieux régulièrement communiqué. Donc, j'ai fait un tableau ici sur les indicateurs clés de risque. Je donne un exemple de seuil d'alerte. En matière d'incidents, en matière de le nombre d'incidents par mois, s'il y a plus de 2 incidents par mois, il y a le seuil orange. C'est déjà un seuil pré-alerte. S'il y a plus de 5 incidents au cours d'un mois dans l'établissement, ah ben ça, c'est le seuil rouge. C'est le seuil rouge, ce qui va déclencher un audit de sécurité, une simulation de crise. On voit ici le temps moyen de détection de l'incident. Quand c'est supérieur à 24 heures, seuil orange. Quand c'est supérieur à 48 heures, seuil rouge. Activation plan de réponse, etc. Notification au régulateur. Ça, ce sont les meilleures pratiques. En matière de les systèmes non mis à jour, les applications qui ne sont pas mises à jour, s'il y a plus de 10% des applications qui ne sont pas mises à jour, c'est l'alerte orange. S'il y a plus de 20%, c'est l'alerte rouge. Et les échecs transactionnels supérieurs à 1%, alerte orange, supérieur à 3%, alerte rouge. Vous voyez donc les meilleures pratiques qui permettent évidemment d'avoir un tableau de bord et de pouvoir surveiller ces indicateurs. Alors, avant-dernière recommandation, un programme efficace de cyber-résilience. Donc, il faut activer les CERCIT, les centres de réponse, ou les cellules de gestion de crise lorsque l'incident survient. Il faut un programme et un plan de gestion maîtrisé des incidents de cybersécurité mettant en lumière le processus de gestion des cyberattaques. Il faut un programme de remédiation systématique avec un plan de continuité d'activité. La plupart des entreprises ne disposent pas de plan de continuité d'activité, ce qui est quand même étonnant, mais pour les banques, c'est une obligation. La circulaire sur la gouvernance oblige les banques à se doter d'un plan de continuité d'activité, elles n'ont pas le choix. Le processus de solution technologique adéquat, ne pas se limiter aux solutions basiques, et c'est ce qu'on a constaté dans la plupart des entreprises qui ont été sondées, c'est-à-dire que les entreprises se contentent de solutions basiques comme les antivirus, les anti-spam, les pare-feux, ce qui est nettement insuffisant face aux nouvelles menaces. Il faut se doter de solutions avancées offrant des fonctionnalités importantes, des fonctionnalités suivantes, c'est-à-dire la gestion des informations et des événements de sécurité, la détection avancée des menaces, la prévention et la détection des intrusions, la protection des points terminaux. Il existe des logiciels bien au fait de ces questions qui existent aujourd'hui qui permettent donc de répondre à ces applications. La protection contre les fuites de données. Il y a des logiciels très puissants qui permettent de faire ça. Les filtrages des serveurs mandataires et des URL, la gestion de la vulnérabilité, la détection des infractions, intervention en cas d'incident et la gestion des incidents. Donc, ce sont des logiciels qui permettent de répondre à ces éléments-là. Voilà. Dernière recommandation, étant que ça permet de conclure. Donc, il faut intégrer tous ces dispositifs dans un système d'intelligence économique. C'est un système d'intelligence économique qui vise notamment, on le rappelle, 3 fonctions. C'est la veille stratégique, qui permet de collecter l'information stratégique, économique et réglementaire, faire la veille concurrentielle, etc. La veille stratégique va permettre d'anticiper sur ses besoins, d'anticiper sur ses menaces et donc de trouver les solutions qu'il faut. Il faut la sûreté, la protection de l'information, du patrimoine informationnel, donc trouver les mécanismes pour sécuriser le patrimoine informationnel, ce qui permet donc de répondre à tout ce que je viens de le dire. Et dernièrement, évidemment, l'influence, c'est aussi important, capacité à façonner l'environnement concurrentiel, à orienter les perceptions, les décisions et les comportements des acteurs par la diffusion ciblée d'informations stratégiques, faire du lobbying régional auprès des acteurs, des parties prenantes, des responsables, et donc veiller à l'image et à la réputation. L'intelligence économique, donc c'est un cadre qui permet en tout cas à la banque et aux établissements financiers de répondre à toutes ces menaces. Voilà ce que j'ai à vous présenter et je m'excuse encore de la longueur de ma présentation. Merci de votre aimable attention.